Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints nombreux pour cette nouvelle soirée Place Publique dans un contexte qui n'est pas très facile, mais vous êtes d'autant plus méritant d'être venus ce soir. Donc le thème ce soir, OK Boomer, salut les vieux, bonjour les jeunes. En réfléchissant un peu sur ce thème, je me suis dit, mais les anciens et les modernes, c'est un vieux débat en France qui doit dater du XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Et puis, donc, cette querelle qui est une querelle de génération, mais pas que de génération, surtout de ce que les générations ont pu faire ou font maintenant, c'est peut-être une originalité de notre époque qui est liée aussi à l'état d'avancement ou de dégradation de l'avancement, en tout cas plutôt de la planète. Mais je pense qu'il y a un artiste français avec des moustaches, une guitare, qui a dit un jour que l'âge ne faisait rien à l'affaire. Et je pense que c'est surtout une question de conscience. Alors peut-être que les baby boomers ont une conscience un peu éteinte, mais j'en vois dans la salle dont je sais qu'ils ont une conscience de l'avenir de l'humanité, de l'avenir de la planète qui est très aiguë. Et je pense que là aussi, c'est une question sans doute de réflexion personnelle, de progrès dans la réflexion personnelle. Et voilà, donc moi je suis assez curieux de voir ce que vous allez nous dire sur ce thème qui est un thème qui pour les élus est toujours un peu dérangeant parce qu'il a tendance à opposer un peu des générations, des gens, des personnes, des habitants, alors que tous ceux qui l'ont été ou qui sont élus aujourd'hui savent qu'on passe beaucoup de temps à essayer de rassembler tout le monde et de rassembler tout le monde pour avancer dans la bonne direction. Donc merci aux intervenants de nous éclairer, merci à tous et bonne soirée. Bonsoir à tous. Alors effectivement, on va réactualiser cette querelle des anciens et des modernes ensemble. OK Boomer, c'est une phrase qui a été prononcée par une jeune députée néo-zélandaise, Chloé alors je ne sais pas comment on prononce, Schwarbrick, qui était au Parlement en train de parler du climat et d'engagement sur le climat et qui était interrompue fréquemment par un député plus âgé et qui a balayé d'un revers de la main ses interventions en disant « OK Boomer », sous-entendu parle toujours, mon vieux, tu ne peux pas comprendre. Et donc, c'est une figure symbolique, comme peut l'être aussi une Greta Thunberg, qui pointe un peu un supposé décalage générationnel par rapport aux enjeux écologiques qui étaient évoqués notamment par Bertrand Fillier. Ça va faire partie du débat ce soir. On va d'abord quand même s'interroger, est-ce que le concept de génération est pertinent ou pas? Est-ce que notre manière de penser, de consommer, de voter, de nous engager diffère principalement, ou en tout cas très largement, en fonction de notre âge. Ça va être le premier élément. Et puis après, on va se demander, y a-t-il aujourd'hui effectivement une guerre des générations, un conflit des générations? Et si oui, pourquoi? Pourquoi cette utilisation, cette médiatisation du conflit? Et puis enfin, on finira par s'interroger sur ce qu'on peut faire pour recréer ou pour contribuer à nourrir le lien intergénérationnel et pour ouvrir un petit peu ces perspectives. Tout cela en présence de 3 invités que je vais vous présenter, qui vont se présenter aussi. Simplement une précision, on va avoir à peu près une petite heure d'échange sous forme de questions-réponses. Et puis ensuite, bien entendu, vos réactions, vos questions qui pourront être pendant plus d'une demi-heure soulevées. Surtout que merci une fois encore, vous êtes nombreux et présents ce soir pour contribuer à ces interrogations. Alors, présentation justement des invités. On va commencer par vous, Yasmina Lamraoui. Vous êtes responsable de l'Observatoire de l'engagement des jeunes de l'association de la Fondation étudiante pour la ville, qu'on connaît mieux sous le nom d'AFEV. Alors, en quelques mots, l'AFEV, c'est quoi? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, la structure qu'est l'AFEV est une structure qui accompagne des jeunes dans l'engagement. Donc pour ce faire, nous avons 3 programmes d'action. On est assez connus pour le programme des étudiants qui sont bénévoles, d'ailleurs à Nantes et peut-être ici à Saint-Herblain d'ailleurs. Donc des étudiants qui sont bénévoles 2 heures par semaine et qui vont accompagner un enfant issu des quartiers prioritaires à domicile. Donc de la maternelle jusqu'au lycée. Donc voilà, c'est comme à peu près 10 000 étudiants en France et on existe aussi à Valencia et à Barcelone. Donc on est sur du soutien scolaire. Voilà, on n'a pas uniquement, on est aussi sur la mobilité, la découverte de la ville, l'ouverture culturelle. Voilà, chaque accompagnement est spécifique selon l'âge de l'enfant et aussi l'étudiant, l'étudiante en face.
Et la particularité, c'est à domicile, donc c'est en lien très fortement avec les parents. Le deuxième dispositif est le service civique. Beaucoup de structures associatives, voire collectivités, portent. Donc nous, on a un peu plus de 1000 services civiques qui viennent renforcer nos équipes et qui participent fortement au développement d'actions citoyennes dans les établissements scolaires, dans les médiathèques, dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif. Oui, alors c'est un dispositif qui fête ses 10 ans là, donc qui a été initié par... oula, ça y est, je perds son nom. En tout cas, c'était sous la présidence de... C'était pas Martin Hirsch ? C'est Martin Hirsch, voilà, je cherche, merci, parce qu'il est passé à une autre maison. Donc voilà, l'idée, c'est de proposer à des jeunes de s'engager 26 heures par semaine avec un défraiement. Donc ça permet à des jeunes qui n'ont pas de moyens financiers de venir s'engager et d'être défrayés autour de 570 € selon la situation. Donc voilà, ça a permis un gros boom du développement de l'engagement. Et donc en France, c'est énorme. Et là, suite au Covid, le président a annoncé un agrandissement du volume des jeunes qui peuvent s'engager. Et notre dernier dispositif qui existe également à Nantes, sont les capseurs, donc des étudiants qui habitent en colocation dans les quartiers et qui sont, en tant qu'habitants, montent des projets de citoyenneté, de solidarité, voilà, plus près des gens et deviennent eux-mêmes habitants des quartiers prioritaires. Voilà. Contre un loyer réduit. Contre un loyer type HLM. Ouais. Donc vous fréquentez beaucoup de jeunes. Et l'observatoire, c'est quoi ? Alors, dans notre structure, on a monté cet observatoire il y a déjà 10 ans. L'idée, c'était de venir questionner le rapport des Français à la jeunesse, aux jeunesses, de voir ce que les jeunes pensaient de tel et tel dispositif. Donc, on a porté plusieurs sujets, notamment le rapport des jeunes à la politique, le rapport des jeunes à l'Europe, le rapport des jeunes au service civique, le rapport des jeunes par rapport à leur autonomie ou pas, et plusieurs études sur le regard des Français vis-à-vis des jeunes. Voilà. Donc vous serez bien placé pour répondre à certaines de ces questions. Une dernière précision, vous avez aussi travaillé sur une dimension européenne. Oui. Donc vous pourrez nous parler un petit peu du positionnement de la jeunesse française par rapport à celle d'autres pays. Tout à fait. À vos côtés, alors on va peut-être, pour une histoire de continuité thématique, passer d'abord par Vincent Coquebert qui est à ma gauche. Bonjour. Bonsoir Vincent. Enchanté. Alors, un parcours là de journaliste pour différentes publications et puis plus spécifiquement l'accompagnement au lancement et puis la direction de publication d'un magazine en ligne pour les jeunes. Voilà, ça s'appelle 20.fr, ça a été lancé en 2016. Et donc en fait l'idée de ce média-là, qui était donc un média différent, c'était pas un média professionnel, c'était de faire venir chaque semaine dans une rédaction des jeunes vraiment en leur proposant simplement de témoigner, de venir nous raconter, des jeunes entre 15 et 25 ans, venir nous raconter en fait c'est quoi avoir 15 ans, c'est quoi avoir 16 ans, c'est quoi avoir 20 ans ou même 25 ans en 2020, enfin du moins dans ces années-là. Et donc l'idée, moi, c'est mon travail en fait, ça a été j'en ai rencontré beaucoup, il y en a à peu près 1000 qui sont passés là à peu près en 3 ans. Et donc l'idée, c'était de leur trouver un média, donc soit l'écrit, soit l'oral, soit l'audio, pour qu'ils puissent en fait nous témoigner, que ce soit au niveau de leur rapport à l'émotionnel, de leur rapport au travail, de leur rapport à la place qu'ils avaient dans la société, dans leur rapport à la famille, aux parents. Et donc en fait, chaque semaine, on a eu des contributions comme ça de jeunes. Et à côté de ça, évidemment, en tant que journaliste, je m'intéressais beaucoup au concept de génération parce que j'entendais beaucoup, évidemment, comme vous tous d'ailleurs, j'imagine, parler des millennials, de la génération Z. C'était d'abord la génération Y qu'on a ensuite appelée millennials. Et en fait, on se rendait compte que cette génération-là, on nous en parlait avec de nombreux stéréotypes sur le rapport à l'autorité. Ils ne voulaient plus d'autorité, le rapport au travail, ils ne voulaient pas rester dans des CDI, ils voulaient sauter d'un emploi à un autre. Même dans le rapport, quelque part, à l'émotionnel, ils n'étaient plus vraiment dans l'engagement. On a même parlé à un moment donné d'une génération YouPorn, en faisant une référence donc au célèbre site de vidéos pornographiques. Et petit à petit, je me suis rendu compte en fait que tous ces stéréotypes en fait qui étaient vraiment des stéréotypes, étaient en train de s'annuler les uns après les autres à travers les témoignages qu'ils nous livraient. Et donc à partir en fait de cet écart entre la réalité qu'on entendait, la réalité que je disais, que je percevais à travers mes rencontres avec eux, j'ai décidé de comprendre pourquoi le concept de génération était tellement mobilisé aujourd'hui, quelle lecture du monde en fait il nous
nous donnait à voir, d'où il venait, comment il avait pu aussi évoluer surtout ces dernières décennies, et quelque part, en fait, qu'est-ce qu'il avait de performatif et qu'est-ce qu'il pouvait même avoir de politique, quelque part, comme concept de génération. Et vous allez nous l'expliquer, Voilà. on reviendra Voilà, là-dessus. Vous avez écrit un livre. Et donc, en fait, voilà, j'en ai tiré un ouvrage qui est sorti en février 2019 aux éditions Arquet, qui donc vient questionner plutôt sous un prisme, on va dire, critique, le concept de génération tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Voilà. Donc le titre de ce livre, c'est Millennials Burnout. Tout à fait. Donc c'est un titre en anglais, mais c'était pour expliquer l'idée de burn-out. En fait, c'était pas pour expliquer que cette génération-là était une génération en burn-out. C'était qu'en fait, c'était la génération qui était la plus scrutée, la plus analysée, la plus étudiée, sur laquelle on a produit le plus d'études, pour en final en tirer un portrait fragmenté qui est très très loin de la réalité. Donc c'était pour plus parler de la manière dont ce concept-là s'était un peu autoconsumé, en fait. Voilà. Merci. Et puis on va changer de génération et de point de vue avec Georges Hervouette. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez ce soir l'association Hold Up, Hold écrit O-L-D. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'association Hold Up? Bien volontiers. Alors, bonsoir à toutes et à tous, et merci pour l'invitation. Alors, Hold Up, vous l'avez bien compris, c'est sans H, donc n'ayez pas peur. C'est les vieux debout. Alors, cette association donc, a été créée à Paris en 2008 par Marie-Françoise Fuchs. J'avais eu connaissance de cette association l'année européenne du vieillissement actif. Et à partir de 2012, j'ai commencé à fréquenter donc ce qu'il faisait à Paris, ça m'intéressait. Mais au bout d'un certain temps, c'est quand même coûteux de faire les allers-retours Nantes-Paris. Donc nous avons envisagé de la créer dans les territoires. Et donc Nantes a été la première création en 2017. À Nantes, nous sommes une petite association, nous sommes 30. À Paris, ils sont 300, dont, je précise, 90 nonagénaires, et qui ne sont pas parmi les moins actifs. Nous avons publié un certain nombre de livres, et il y en a 3 qui ont été écrits par une ancienne journaliste. Le premier, elle avait 88, le deuxième, 89, et 90. Elle prépare à 91 son 4e. Donc, alors, qu'est-ce que nous voulons? Alors, on va rentrer sur ce que vous voulez. On va rentrer vraiment dans vos objectifs. Mais là, qu'est-ce que vous faites déjà avec cette association? Alors, nous réfléchissons sur ce qui se passe en nous quand nous vieillissons et que nous accumulons les difficultés, les pertes. Comment le vivons-nous? Bon. Donc, nous partageons sur ça dans des groupes de parole. Mais l'idée, c'est que nous ne devons pas garder cela pour nous. Il y en a d'autres à côté, d'autres vieux. Et donc, c'est de faire changer le regard de la société sur les vieux. Parce que les vieux, ou les retraités, alors, tant qu'ils sont à peu près en bonne santé et qu'ils ont un bon portefeuille, là, on a beaucoup de considération pour eux. Ils consomment des produits de beauté pour cacher la vieillesse. Ils partent voyager. Maintenant, ce sera moins possible, parce que tout de même, il faut respecter la planète. Mais et dès qu'ils commencent à avoir quelques problèmes de santé, là, à ce moment-là, on n'a pas du tout le même regard. Qu'est-ce qu'il nous coûte cher? Et on a l'impression que tous les vieux coûtent cher, alors qu'il n'y a que 16% des personnes âgées qui coûtent plus cher à la Sécu, donc à la société, que le reste. Mais cette idée existe. Alors, c'est ça, nous voulons faire changer le regard et montrer que les vieux peuvent être créateurs. On peut avoir un vieillissement créateur.
ce n'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on n'a pas de projet. On peut encore penser et créer des... Nous allons avoir une réunion générale le 12 novembre. Justement, on va l'avoir sur le projet. Peut-on avoir un projet à 70, 80, 90 et même plus? Puisqu'à Nantes, nous avons quand même 2 nonagénaires. Et de manière générale, ça commence à 70 ans et puis jusqu'à 100 ans, et voire au-delà. Exactement. Vous faites donc des groupes de parole et d'échanges, et puis vous menez aussi des actions de lobbying citoyen pour faire évoluer les mentalités ou représenter le point de vue des vieux. Je me permets de reprendre le terme puisque c'est celui que vous employez, auprès d'institutions. Par exemple, dans le grand débat sur la longévité qui a été porté par la métropole. Alors, nous étions présents. Madame Johanna Roland nous avait invités. J'ai eu le plaisir, avec le professeur Berru, de faire l'ouverture du Festival de la longévité. Et avec le président de Gérontopole, nous avons fait ensemble une conférence, justement, sur notre façon de voir le vieillissement. Nous sommes membres de Gérontopole, nous travaillons avec eux, membres de l'ORPAN. Alors, juste simplement, le Gérontopole regroupe en tout cas différents acteurs du vieillissement pour essayer d'organiser la transition, vu l'évolution de la population aussi sur notre territoire en Loire-Atlantique, et puis pour améliorer le bien vieillir de manière plus générale. Profession médicale, formation, acteurs de la société civile, c'est voilà, sans rentrer dans les détails. C'est simplement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le Gérontopole, vous œuvrez à leur côté, l'ORPAN. L'ORPAN aussi, parce que nous sommes une association où nous essayons de réfléchir, mais à côté, on conçoit très bien qu'il y a aussi un besoin de distraction, de convivialité, de sorties, de jeux ou de conférences culturelles. Donc nous sommes complémentaires. Et donc ça, c'est pour l'ORPAN. L'ORPAN qui organise cette offre de loisirs à destination des personnes âgées. Donc vous contribuez auprès de ces acteurs, des groupes de parole, de l'édition et puis aussi de l'expertise d'usage, c'est-à-dire qu'auprès d'entreprises ou de collectivités qui voudraient adapter leurs produits, leurs services pour les personnes âgées, eh bien vous vous prêtez au jeu. Est-ce que c'est à peu près bien résumé pour les activités? Nous avons aussi des ateliers. Cette année, nous en lançons un sur l'EHPAD de demain. Alors ça, on va travailler peut-être 2 ans ou 3 ans à réfléchir sur ce point-là. Très actif, donc. Pour commencer ce débat, Vincent, vous qui avez beaucoup travaillé sur le concept de génération, comment le définit-on? Une génération, c'est tous les 20 ans? Quelles sont les générations aujourd'hui en présence dans cette salle et puis parmi les vivants? En cercle biologique, normalement, c'est tous les 20 ans. Mais alors, je ne connais pas les âges de tout le monde, donc je ne vais pas me permettre de dire le nombre de générations qui est présente ce soir-là. Mais pour revenir un petit peu sur l'histoire de génération et comprendre en fait de quoi on parle exactement, c'est qu'en fait les générations, on va dire ce qu'on appelle la reproduction de l'espèce, c'est quelque chose évidemment qui est présent depuis tout le temps. On est vraiment dans les générations, on va dire physiques quelque part. Ensuite, ce qu'on a pu voir apparaître, en fait, ce qu'on a appelé ensuite les générations. Là, on est au 19e siècle. Je vais faire ça assez rapidement, ne vous inquiétez pas. C'était en fait, en gros, les courants artistiques, les romantiques. On comprenait en fait un peu une sorte de concept de génération pour comprendre un petit peu décoder les avant-gardes. Ce qu'on appelle en fait aujourd'hui les générations, c'est les générations sociales. Et ça a été pensé en fait au lendemain de la Première Guerre mondiale, où des penseurs comme François Mantré en France ou Karl Mannheim, mais surtout Karl Mannheim en Allemagne, en fait, ont essayé de comprendre est-ce que, comme il y avait une sorte de conscience de classe, il y avait une conscience de génération. Est-ce que le fait de vivre, d'être né à la même époque, de faire partie de la même cohorte, en fait, pouvait faire qu'on ait des valeurs en commun. Et en fait, ça se créait, en fait, ce socle de valeurs en commun à travers ce qu'on appelait un événement fondateur. L'événement fondateur, dont, pour le coup, c'était la Première Guerre mondiale. Donc, Karl Mannheim s'est demandé si tous ces hommes qui venaient pourtant de différents milieux, on va dire, professionnels et de différentes conditions, d'avoir finalement vécu cette expérience-là à un même moment, est-ce que ça avait créé une sorte de socle en commun? Donc, une sorte de... Voilà, comme il y aurait une conscience de classe, il y aurait une conscience de génération.
Alors, c'était quand il l'a conceptualisé, Mannheim, c'était vraiment avec cette idée-là que c'était quelque chose qui était quand même réduit à un petit cercle d'acteurs, même s'ils étaient nés à la même époque, il fallait quand même qu'ils aient vécu ce mouvement-là. Les générations, aujourd'hui, comme on l'entend, en fait, ça c'est à la suite de ce qu'on a appelé, on va dire, l'introduction de la culture jeune, la mise au centre de la culture jeune, en fait, au milieu de la société, dans les années 70, quelque part, évidemment, où le jeune, d'un seul coup, est devenu porteur d'espoir, créatif, il allait impulser des changements. Et il y avait déjà ces discours-là à la fin des années 60, où quelque part ces changements-là de ce qu'on appelait la société post-industrielle, c'était eux qui allaient les porter, et c'était à eux la charge finalement de transformer le monde. Ensuite, dans les années 80, on y arrive, là, ça va être rapide. On a pu voir en fait avec la baisse d'influence du marxisme en fait qu'on a voulu aussi trouver d'autres moyens de décoder le monde. Donc ça a été à travers les ethnies, à travers les sexes ou à travers les âges. Une nouvelle organisation sociale, une nouvelle manière de voir le monde au-delà des classes économiques. Et en fait, ce concept-là qui a eu un petit peu son heure de gloire dans les sciences sociales dans les années 80, s'est fait complètement absorber par le marketing dans les années 90. Par exemple, le terme de génération Y ou de millénial, que vous avez beaucoup entendu parler, c'est une création publicitaire. Ça a été créé dans un magazine de marketing qui s'appelle Advertising Edge. On est en 1994, donc ça veut dire que les plus vieux de la cohorte ont tout juste 14 ans. Et on est déjà en train de dessiner une sorte de portrait type d'un nouveau consommateur, en fait, qui exactement ce qu'on entend sur les jeunes d'aujourd'hui, qui serait engagé forcément tout le temps, qui serait en même temps consommateur, mais un consommateur éthique, qui faudrait aussi prendre sa place dans les grandes thématiques de la société, qu'à l'époque c'était le sida aussi, par exemple, beaucoup. Et donc, ce concept qui était devenu une sorte de concept marketing, ensuite on a vu se faire approprier pour le coup par le management et dans les entreprises, parce qu'on n'a jamais autant parlé des générations que depuis que c'est sous le prisme du management, comment finalement gérer ces populations-là, ces nouveaux travailleurs. Et donc le concept de génération, comme on l'entend aujourd'hui, est une sorte on va dire, d'outil conceptuel qui sert plus finalement à quelque part à être ce qu'on peut appeler un peu de la prophétie autoréalisatrice. C'est en gros dessiner à grands traits finalement des traits de comportement qui seraient des traits de comportement générationnels mais qui ont beaucoup plus à voir avec l'époque en fait. Voilà. Alors si on reprend ces traits de comportement, hein, les jeunes, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, seraient individualistes, geeks, instables dans leur rapport au travail. Quels sont d'après vous les clichés qui sont véhiculés sur la jeunesse, y compris du point de vue des anciens ? Alors, oui, les anciens ont tendance à juger très durement les jeunes, sauf les petits-enfants. C'est tout à fait différent. Il faut distinguer la masse des jeunes et puis les petits-enfants où là, il y a toutes les indulgences. Mais il y a donc effectivement un jugement. Or, justement, à Hold Up, nous essayons de créer des relations intergénérationnelles. Alors on va revenir sur vos... le service civique, nous avons des actions avec des jeunes, des actions pour cacher. Mais quels sont, vous parliez d'un jugement très dur, plus concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce jugement ? Alors les jeunes ne seraient pas travailleurs, ils seraient moins sérieux Oui, moins sérieux. Dans leur monde, téléphone portable, enfin, etc. Gardez bien le micro. Sans que alors que les vieux, ils sont tout autant. Il suffit de regarder les transports, d'aller dans un restaurant, ils sont incapables de rester tout le repas sans sortir leur téléphone. Mais ça, ils ne le reconnaissent pas. De votre côté, Yasmina, Vincent, quels clichés pour vous sont en tout cas véhiculés sur la jeunesse ? Alors nous, on avait l'habitude de porter une enquête sur le regard des Français vis-à-vis des jeunes, donc plutôt un regard positif en grande majorité, mais dès qu'on zoomait sur certaines catégories de jeunes, et je parle là des jeunes des quartiers populaires, là, dégringolade totale, donc une grosse défiance, une image très... ce sont des délinquants irrespectueux, des valeurs, etc. Donc voilà, ça dépend de quels jeunes on parle. Les jeunes millennials dans notre enquête sont plutôt bien vus. Mais voilà. Millennials, on est d'accord, hein, c'est le tournant, c'est ceux qui sont au tournant des années 2000. Eh ben, normalement, c'est les jeunes qui sont nés entre 1980 et 2000, en fait. Je suis pas loin, je suis né en 79. Mais voilà, donc il y a vraiment cet écart et ce fossé, et c'est vraiment injuste à double titre, puisque ceux qui sont le plus touchés par la crise
Et le chômage sont les jeunes des quartiers prioritaires. Donc c'est vraiment une double peine complètement injuste, avec un renvoi. Et donc c'est là où on voit de nouveau la dimension sociale tout à fait, ouais. qui intervient dans, qui est un gros préjugé, appréhension parce que les jeunes des quartiers, à la fois nous on les accompagne, et parfois ils sont engagés et on les voit s'engager dans d'autres structures, sont tout à fait à la représentation des autres jeunesses de France, sauf qu'ils sont plus pauvres. Voilà. C'est d'ailleurs un des premiers pièges de l'outil de génération, c'est de faire croire qu'une cohorte, qu'une jeunesse en fait est une classe sociale homogène où quelque part on serait tous un petit peu pareils parce qu'on est nés à la même époque, mais il n'y aurait plus du tout de différence de classe ni économique ni au niveau culturel. Alors que c'est une manière de simplifier le monde, de l'homogénéiser, de le dessiner à grands traits, et on se rend compte en fait donc on pourrait croire que c'est pas si important que ça, mais comme vous le dites très bien, il y a un moment donné quand on commence à tenir des discours globalisants comme si la jeunesse était un groupe social, on en arrive à en exclure toute une partie de la jeunesse en tout cas. Et à contrario, sur les vieux, les clichés, quels sont-ils? Alors, moi je rebondirai sur ce que vient de dire mon voisin. Il dit les jeunes sont très différents, mais les vieux aussi. La société met les non-actifs, les non-productifs, depuis la retraite jusqu'à 100 ans. Or, nous observons que ceux qui ont 70 n'ont pas du tout la même problématique que ceux qui ont 80 ou même 90. Les 70 sont très orientés sur leurs petits-enfants. Ceux qui ont dépassé largement 80, ils ont des petits-enfants qui sont des jeunes professionnels ou tout au moins étudiants, donc les rapports ne sont pas du tout les mêmes. Leurs enfants sont grands-parents, et eux, le rôle d'arrière-grands-parents n'est pas facile. Comment on se situe dans la famille? Donc c'est tout à fait différent. Et à l'approche de 90, à ce moment-là, il y a la peur de l'EHPAD. Et de la fin de vie avec tout ce que cela... Donc les problèmes ne sont pas du tout les mêmes entre 70 et 90. Et dans les clichés, quand on a préparé cette intervention, vous me parliez de l'infantilisation. Alors ça, c'est une des choses contre lesquelles vous luttez le plus ardemment avec Hold Up. Ah, tout à fait. Parce que, là encore, tant que tout va bien, il n'y a pas trop d'infantilisation. Et j'étais comme ça, moi, quand j'avais 40 ans. Mais quand on voit ses parents avoir les premières pertes, à ce moment, les enfants deviennent très protecteurs. Et l'infantilisation est poussée au maximum dans les maisons de retraite, les EHPAD, où la personne est souvent traitée comme un objet de soin et non pas comme un sujet. Et ça, c'est important. Nous voulons rester des sujets jusqu'au bout. Sauf si nous sommes atteints d'une démence ou d'une dégénération. Bon, là, il faut qu'on s'occupe de nous, tout à fait d'accord. Mais autrement, nous voulons rester autonomes et ne pas être infantilisés, surprotégés, et avoir le droit de prendre des risques. Peut-être de mourir plus tôt, mais de vivre pleinement. Alors là, c'était donc les clichés véhiculés. Vous avez commencé déjà à les démonter. Pour autant, existe-t-il des comportements types? Alors on va prendre certains critères sur ces comportements types en fonction des générations. Le rapport au travail, pour commencer. Est-ce qu'il y a, malgré tout, un écart entre la génération des baby-boomers, celle des millennials ou à venir dans le rapport au travail? En fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'intégration du concept de génération dans le marketing. On se rend compte qu'à la fin des années 90, début des années 2000, la description de ce nouveau travailleur, qui allait être très 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 différent du baby boomer et de la génération X, qu'on oublie tout le temps bizarrement, en fait, il allait être
un petit peu zapper, il était pas forcément très intéressé par l'argent, mais plus par la quête de sens. Il allait pas rester très très longtemps, donc il fallait pas forcément miser beaucoup sur lui. Et surtout, il était fan d'informatique et il savait très 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 bien se servir de tous ces outils-là quasiment de manière instinctive. Et en fait, on se rend compte, parce que quand on regarde ensuite les études, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus nuancé que ça, c'est qu'en fait, tous ces grands traits, toutes ces grandes caractéristiques sont venus accompagner un récit aussi qui était le récit un petit peu des changements économiques qu'on a pu voir en fait dans les entreprises à la fin de ces années 90, début des années 2000, avec ce qu'on a appelé la fin de la gestion des carrières, avec la numérisation, avec le recours aux prestataires externes. Et d'un seul coup, en fait, tout ce qui était des choix politiques qu'on peut discuter, qu'on peut trouver positif ou négatif, eh ben on leur a donné un visage humain. On les a fait incarner finalement à travers un récit, un storytelling, comme on dit, à travers finalement l'arrivée d'un nouvel être qui était en totale rupture anthropologique avec ses aînés, alors que les études très sérieuses qui sont faites sur du temps très long, sur le rapport au travail, montrent bien que, quelles que soient les générations, quels que soient les âges, parce qu'il n'y a même pas forcément d'effet d'âge, il y a quand même deux grands points, c'est la stabilité et la reconnaissance. La reconnaissance professionnelle, économique ou, on va dire, ensuite d'ascension professionnelle. Tout ce qu'on voit après comme critères secondaires, une bonne articulation on va dire aujourd'hui des temps intimes et des temps professionnels, du sens quelque part, et ben en fait c'est des effets d'époque qui infusent toutes les générations et même on va dire les plus jeunes baby boomers, les tout derniers baby boomers qui sont sur le marché du travail disent les mêmes choses. Pareil pour la génération X, en fait dit aussi exactement les mêmes choses que ce qu'on appelle les millennials. Donc en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui, et même il n'y en a peut-être jamais eu autant dans l'histoire, de points communs entre les générations, que ce soit en termes d'aspiration, de valeurs, ou on en parlera peut-être un peu plus tard, de comportement en fait, simplement. Yasmina, sur ce rapport au travail, je rejoins tout à fait ce que dit Vincent, et j'ajouterais que entre les boomers et aujourd'hui, l'emploi, c'est pas la même chose. C'est plus difficile de trouver un emploi aujourd'hui, un emploi plus stable, alors que les jeunes sont de plus en plus diplômés. Donc le rapport est tout à fait différent. Et le fantasme du millennial, qui est hyper calé, qui est geek, etc., en tout cas, c'est pas forcément les jeunes que nous, on voit, et pourtant, ils sont étudiants. Donc, ils maîtrisent en effet mieux l'informatique qu'avant. Mais voilà, le stéréotype n'est pas convaincant, enfin, n'est pas du tout convaincant. Et sur la stabilité de l'emploi, c'est très recherché. C'est-à-dire qu'un jeune qui est service civique chez nous, qui a fini ses études, qui est Bac+5, qui donc a le profil pour entrer dans l'emploi, qui n'est pas forcément en difficulté, cherche un emploi stable pour avoir une vie stable et décohabiter de chez ses parents. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure entre nous, mais il y a vraiment... les jeunes sont de plus en plus dans leur famille, puisque économiquement, c'est plus difficile. Donc, je pense que la grosse différence, c'est vraiment l'entrée économique et l'emploi, en fait. Mais il y a une petite partie de cette jeunesse la plus favorisée en termes de capital culturel et économique qui, elle, peut être effectivement gagne plus preneuse de voyages, de pauses dans la carrière. Mais c'est une petite proportion. C'est une petite proportion, et c'est comme, à un moment donné, on nous a beaucoup parlé aussi de la figure du slasher, en fait, d'un seul coup. Le slasher, voilà, les individus, en fait, voulaient avoir plein d'emplois différents, en fait, cumuler les emplois comme autant d'expériences de vie. Et il y avait une pub, d'ailleurs, vous devez vous en souvenir, l'année dernière, c'était pour Hello Bank, où on voyait un jeune homme qui nous disait je suis photographe, je suis DJ, et puis à la fin de la journée, c'était je suis barman. Et on comprenait qu'en fait, à travers aussi la mise en scène de cet individu-là, s'il cumulait tous ces emplois-là pour faire ses passions, c'était parce que c'était une nécessité économique. Cette figure du slasher-là, on peut, un peu comme tous les caractéristiques dont je parlais tout à l'heure qui sont venues accompagner quelque part le récit d'un changement, on peut se demander en fait si cette figure d'un slasher c'est pas venu quelque part pour un peu rendre plus cool ce qu'on a appelé l'ubérisation de la société aussi. Se dire, bah regardez, en fait, de toute façon, c'est les attentes des individus. Alors que j'ai étudié une étude qui a été faite pour le groupe Prisma, qui est un groupe de presse qui a été fait sur les 18-34 ans. En opposition aussi, ils ont aussi étudié les 35-65 pour voir s'il y avait beaucoup de différences générationnelles comme ça. Et on va dire que les 3 premiers, on va dire, grâles existentiels des 18-34 ans, c'était se mettre en couple, trouver une maison et trouver un emploi. On n'est quand même pas dans une, on va dire, dans une grande rupture en fait de choix de vie par rapport à ce qu'on connaît, quoi. C'était sur le rapport au travail, sur le rapport à l'argent et à la consommation. Est-ce que, puis n'hésitez pas si vous souhaitez compléter aussi sur le travail, Georges Hervouet, est-ce que pour vous il y a une manière un rapport à l'argent, une manière de faire des choix de consommateurs spécifiques aux seniors ou aux jeunes, aux générations précédentes? Alors, sur le travail, je dirais que
dans les années 70, n'avions pas du tout la même conception du travail. Quelqu'un entrait dans une entreprise, parfois avec un petit diplôme, et il y restait, il ne passait pas, comme on vient de le voir, d'un emploi à un autre emploi, et parfois il faisait une très belle progression dans l'entreprise et pouvait sortir cadre supérieur en ayant débuté au bas de l'échelle. Maintenant, ce n'est pas du tout la même chose, ça j'en suis bien conscient, nous en sommes conscients. Les conditions de travail ne sont pas du tout les mêmes. Et le chômage aussi, enfin tout a changé. Donc là, je me tais pour ça. Parce que... Non, mais vous avez raison, les conditions ont changé, mais les attentes profondes des individus n'ont pas vraiment changé, en fait. Ah non, oui. À cette époque-là, c'était effectivement se marier, parce que le mariage avait encore une certaine importance, avoir une famille, acheter une voiture, parce que maintenant, on ne l'avait pas dès 18 ans, à cette époque-là, et puis une maison ou un appartement. Ce qui était d'ailleurs beaucoup plus facile quand le salaire augmentait de 10% tous les ans. La mensualité baissait. Et sur le rapport à l'argent et à la consommation, est-ce que vous constatez un écart entre les membres de Hold Up, quand vous échangez là-dessus, et puis les générations précédentes au sein des familles, des conflits sur ce thème, des écarts ? Alors, la consommation, alors ça peut être vraiment la consommation de voyage, de viande, l'argent, je crois que quel que soit l'âge, on n'en parle pas facilement en France. Donc déjà, nous n'en parlions pas jeunes. Dans ma famille, je ne savais pas ce que gagnait mon frère, ma sœur, ça ne se disait pas. On le sentait bien d'après le train de vie, mais il n'y avait rien de dit. Et maintenant, entre vieux, là aussi, c'est resté, c'est difficile d'échanger sur l'argent. Ça reste quelque chose vraiment de secret. Qu'en est-il des jeunes sur cet enjeu ? De ce que nous, on en voit à la FEV, c'est que la jeunesse se paupérise. Enfin, les jeunesses se paupérisent. Alors, j'exclus toujours cette fameuse jeunesse qui a les bons codes, qui a les bons diplômes, qui peut être mobile dans un travail, changer, avoir cette personne a une valeur sur le marché. Et donc, ça, c'est à peu près 20%, voilà, celle-là, donc, qui est très... Donc, ce qu'on peut voir dans les derniers rapports, et je peux citer celui de l'INGEP de 2018, dit que, ce que je disais tout à l'heure, les jeunes sont plus dans leur famille, donc ça veut dire quelque chose. Et de ce que nous, on en voit, les jeunes se paupérisent, cumulent des fois de l'emploi en étant étudiant, du volontariat, etc. Et là, il faudrait voir les derniers chiffres suite au Covid, de la Covid, au niveau des fréquentations, je pense Resto du Cœur, etc. À mon avis, il y a eu un gros boom. Rien qu'hier, je passais devant un Resto du Cœur, il y avait une trentaine de jeunes qui étaient dehors en train de faire la queue. Donc je pense qu'on est plutôt sur une envie de consommer, peut-être, puisque comme tout le monde, dans un pays capitaliste avec des pubs, etc. Mais voilà, une bourse qui est pas là et qui rend moins accessible l'autonomie. Mais par contre, je pense qu'il y a dans la consommation, si on parle d'un rapport à la consommation, nous, ce qu'on voit dans l'engagement, c'est qu'on revient, c'est pas maintenant, ça fait déjà quelques temps, vers du local, vers du sens sur son alimentation, sur sa consommation, quand on a la possibilité d'avoir du rural à côté, etc. J'exclus donc les très, très grosses villes. Mais voilà, plutôt une paupérisation des jeunesses. Et donc, espérons que les politiques publiques vont s'aligner et refondre un petit peu de manière équitable et émancipatrice ce rapport-là. Rappelons que les moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA, aux minimums sociaux, et que c'est aussi, ça joue aussi un des grands facteurs. Ça n'existait pas avant le RSA. Donc. Vincent Coquebert, sur cette question. En fait, ce qui est évidemment qu'il y a un durcissement des conditions économiques. On n'est plus dans les 30 glorieuses, le prix de l'immobilier a explosé, les diplômes valent de moins en moins, ça c'est sûr. Mais ce qu'on n'a aussi jamais autant observé, pour être un tout petit peu positif, alors je ne sais pas si c'est positif parce que quelque part c'est une sorte de privatisation de la solidarité, mais on n'a jamais vu autant de transferts d'argent du haut vers le bas en fait.
des parents, des grands-parents. Et cette solidarité-là, en fait, cette solidarité intergénérationnelle vient déjà complètement un petit peu remettre en question ce fameux conflit des générations. Mais surtout, les chiffres sont assez incroyables. Dans les 18-25 ans, c'est 80% des jeunes qui reçoivent une aide financière de leurs parents. Et jusqu'à 30 ans, on est encore à 40%. Voilà, et ça c'est vrai aux États-Unis comme c'est vrai en France. Ça l'est plus Non, en France que dans d'autres pays, ou vous savez? Non, c'est vrai aussi en Italie, en Espagne. Et ça l'est plus qu'il y a 30 ans? Et ça l'est plus qu'à 30 ans, oui. Quand Étienne Châtillez avait fait son film Tanguy, où il y avait cette idée-là, finalement, donc du jeune qui revenait, lui, c'était un peu par dépit amoureux, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, il était assez dans le vrai, sauf que c'est plus pour des conditions économiques aujourd'hui que parce qu'on n'arrive pas à trouver... pas pour des raisons sentimentales ou intimes, voilà. Pardon. Donc, et pour la consommation, en fait, je fais juste une petite phrase un petit peu rigolote pour plaisanter sur les représentations qu'on peut avoir de la consommation des jeunes, parce que ça a aussi beaucoup à voir par rapport aux stéréotypes qu'on peut cultiver à leur endroit. C'est par exemple, on les imagine tous beaucoup plus green, beaucoup plus concernés par l'environnement et même par la maltraitance animale que peuvent l'être la génération des baby-boomers. Mais les plus grands consommateurs de viande en France, c'est des 18-25 ans. C'est qu'il y a une grande, on va dire, un grand écart entre leurs aspirations, leurs valeurs et les comportements réels. Voilà. Qui fait qu'en fait, le portrait de la jeunesse, si on veut vraiment s'intéresser et faire un portrait de la jeunesse, il va des fois décevoir les gens en fait, dans ce qu'ils peuvent projeter un peu de fantasmatique sur ce groupe, s'il existe. On reviendra, hein. Est-ce qu'on compte du coup sur la jeunesse pour la transformation? Est-ce que ce n'est pas faire peser beaucoup sur leurs épaules ou se bercer de faux espoirs quand on entend que les comportements de consommation finalement ne sont pas alignés par rapport à ces revendications? On va creuser. Pour reprendre sur les questions de différences potentielles ou pas entre les générations, quid de la politique et de l'engagement? Est-ce qu'il y a des votes clairement différenciés en fonction des générations? Est-ce que la notion d'engagement, vous avez commencé à nous en parler avec la FEV, est différente en fonction des générations? Alors là, personne n'ose commencer ce sujet délicat. J'ai des choses à dire, mais... Je vais vous lancer si vous voulez. Je vous en prie. Alors, nous avons, parce que là encore, quelle est la réalité? Parce que c'est comme l'argent, la politique, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais nous avons quand même le sentiment que, je dis bien le sentiment, hein, que les vieux, globalement, hein, là encore, il ne faut pas trop schématiser, hein, globalement, ne votent pas comme les jeunes. Ils sont moins sensibles à l'écologie, par exemple, alors que comme ils commencent à consommer localement, comme à se sentir responsables, mais il y a quand même un frein, on ne va pas aller trop loin. Hein. On veut quand même voyager, sortir, bouger. Hein. Donc, il y a quand même une fracture, certainement, je le sens, hein, jeune, vieux, sur le plan de l'écologie. Hein. Et sur l'engagement? Alors, sur l'engagement... Enfin, vous faites partie, en tout cas, de cercles de vieux engagés. Oui. Et qui souffrent, pour les plus de 80, ceux qui approchent 90, et qui sont limités physiquement, de ne plus pouvoir être engagés. Parce que quand même, nous faisons partie des générations qui se sont beaucoup engagées. Alors ça, dans un panel très varié. Hein, et donc, il y a cette souffrance et l'impression. Mais là encore, j'ai entendu tout à l'heure en préparant, donc je nuance. Hein, mais là, ça fait partie des stéréotypes, sans doute. Hein, l'impression que les jeunes ne s'engagent pas. Hein, ou de façon éphémère. Vincent? Au niveau politique, le premier trait en fait, il n'y a pas vraiment d'effet de génération, il y a des effets d'âge. Il faut faire la différence entre les effets de génération, les effets d'âge et les effets d'époque. Alors, quelle différence entre les effets d'âge et de génération? Entre les effets d'âge, on a des aspirations différentes à 20 ans. Par exemple, il faut construire sa vie. C'est moi qui fais ça.
qu'à 40. On n'a pas vraiment, voilà, un effet d'âge, c'est qu'évidemment, on n'a pas tout de suite le même plan de vie, on va dire, à 20, à 40. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les effets d'époque, c'est ce qui va traverser un petit peu l'air du temps. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un effet d'âge réel par rapport au vote, c'est d'abord l'abstention, et ensuite, on va dire un vote de radicalité. À la dernière présidentielle, 51% des 18-25 ans avaient voté soit pour un parti d'extrême gauche, soit pour un parti d'extrême droite. Ça, c'est un effet d'âge. Pour le vote, par exemple, l'effet de génération, le seul effet de génération qu'on connaît par rapport au vote, c'est la jeunesse de 68 qui, oui, pour le moment, pour le reste de sa vie, a toujours voté plus à gauche que les autres cohortes. Mais voilà, en termes de politique, on peut plus parler de différence d'âge, parce que les jeunes qui ont voté même Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle, il n'est pas du tout certain qu'à la prochaine, ils vont pas revenir vers un candidat, on va dire, plus modéré. Et du coup, sur l'engagement ? Sur l'engagement, je vais plutôt laisser ma collègue en parler de manière beaucoup plus précise que moi. Yasmine El-Amraoui. Merci Vincent. Donc déjà sur le rapport à la politique, nous, ce qu'on a constaté au travers des études, mais aussi des faits, c'est qu'il n'y a pas du tout un désintérêt de la chose politique. Alors pas forcément dans le vote ou dans l'implication d'un parti politique ou dans un syndicat, ça prend d'autres formes, donc des formes plus concrètes, plus circoncises, d'où peut-être la question de l'interprétation de éphémère. Voilà, 2 heures par semaine, ou je vote sur Change.org, est-ce que c'est un engagement ? Donc en tout cas, les jeunes se voient comme engagés, même si ce n'est pas forcément une réalité. Voilà, donc 58% des jeunes se sentent engagés. Il faut voir ce qu'il y a derrière engagement. Alors justement, est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière ce Alors, mot quand ils disent qu'ils se sentent engagés Je pense que certains sont engagés dans des causes type vote sur Internet ou en local, dans une association type AMAP, etc., sans forcément développer des propos politiques derrière. Voilà. Donc pour eux, c'est quand même un engagement. Et d'autres sont vraiment plus engagés dans des structures associatives ou montent leur propre association. Donc ça, c'est assez varié. Mais réellement, il y a en France un vrai engouement pour l'engagement. On est très bien situé au niveau européen par rapport à l'engagement. Et on a en ce moment, depuis 2018, on constate une progression des moins de 30 ans d'engagement, des moins de 25 ans par rapport aux plus âgés. Donc on est plutôt dans un pays où les jeunes s'engagent. Il y a bien sûr l'effet service civique dont je parlais tout à l'heure, qui existe depuis 10 ans, qui permet à des jeunes... C'est combien de jeunes actuellement par an ? En France, je ne sais plus, mais c'est énorme. Et ça augmente encore là. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a cette volonté du président d'augmenter le volume d'engagés dans le service civique. Et il y a un nouveau dispositif qui arrive, qui a été contraint par la période de confinement et de la Covid, qui s'appelle le service national universel, qui est un dispositif qui va toucher toute une classe d'âge et qui va... je ne sais pas si ça va être obligatoire, mais a priori, ça devrait être obligatoire, inciter les jeunes à s'engager 15 jours dans une structure associative ou 84 heures. Donc on va encore avoir des politiques publiques qui vont pousser à l'engagement. Après, est-ce que ça tiendra ? Est-ce que ça se transformera en une adhésion dans le service civique ou dans du bénévolat ? Voilà, à voir. Mais on n'est pas du tout... c'est plutôt positif. Le rapport à l'engagement est plutôt montant. Le Covid, comment est-ce que ça a impacté alors là, on peut dire les jeunes, les vieux, on peut l'imaginer, évoquer la situation économique, l'insertion sur le marché de l'emploi, pas facile. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez des éléments à relayer, d'études sur à la fois le confinement et puis aujourd'hui, la manière dont la situation sanitaire impacte ces générations ? En termes économiques, c'est très variable. Il vaut mieux... je pense même être en études à la Sorbonne, là, qu'avoir été un jeune apprenti cette année, c'est quand même plus simple. Ensuite, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a eu vraiment des études un peu faites en temps réel, un petit peu sur les sentiments qu'on pouvait ressentir par rapport au confinement, par rapport au Covid. Et ce qui a pu, moi en tout cas un tout petit peu me troubler, c'était la facilité et en fait les demandes de renforcement du confinement, ce côté en fait assez, on va dire quasiment une pulsion de protection, en fait, d'aller vite se protéger, en fait, de quelque part dans la maison, en fait, de cette volonté, en fait, de quelque part de prise de conscience qui comment dire ? Excusez-moi, je suis pas très clair. C'est qu'en fait, ils ont évidemment ce qui ressortait de l'étude Prisma, c'est qu'ils ont d'un seul coup le sentiment de pouvoir perdre les choses d'un seul coup
de manière beaucoup plus sûre, qu'ils ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Ils n'ont jamais autant demandé finalement de tuteurs, de sorte, d'ailleurs une expression chez les jeunes, c'est d'être validé quelque part, donc des gens qui les valident et qui les suivent. Mais il y avait quand même cette, assez étonnant, je vais réussir à le dire plus facilement, cette aisance à se confiner et à quelque part à pouvoir continuer une vie, on va dire digitale un petit peu, avec une foule dans son salon, peut-être avec, en ce qu'ils en disent, parce qu'il y a même des études assez étonnantes où certains groupes de jeunes en fait montrent des taux d'anxiété, des niveaux d'anxiété moins forts pendant le confinement qu'avant le confinement, donc même quand le Covid n'était pas là. Donc en fait c'est assez, je ne vais pas dire des choses pour les figer dans le marbre, mais on va dire qu'il y a quelques premiers résultats qui sont un peu troublants là-dessus en tout cas. Parce que, est-ce que la fracture n'est pas aussi sur le numérique? Alors vous l'avez dit, ça ne veut pas dire que tous les jeunes sont des geeks ou qu'il n'y a pas des geeks parmi les anciens et les vieux, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas là une vraie fracture entre générations et du coup sur l'impact là du confinement, etc. Une grosse différence, et puis dans la manière aussi de mener ces relations sociales. Pour finir, et puis après on fera circuler là. Alors en fait, là, encore une fois, il y a eu des études et enfin, on va dire même des articles très intéressants sur ce que le mythe des digital natives et des multitâches. Il y a eu 2 études qui ont été très intéressantes, qui sont sorties l'année dernière, qui ont montré qu'il y avait plus de 20% des jeunes de cette fameuse technogénération là qui avaient abandonné une démarche en ligne, une démarche administrative en ligne, parce que ça demandait un recours un peu trop complexe finalement on va dire aux outils informatiques. Ensuite, évidemment, ils sont très, très à l'aise avec les réseaux sociaux, mais on est un peu tous sur les réseaux sociaux aujourd'hui. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens de 60 ans, 70 ans sur Facebook, et qu'en fait, c'est bien pour ça que je voulais revenir sur le côté, on va dire, homogénéisation des usages, mais la figure aujourd'hui d'une personne de 60 ans à Paris qui roule en trottinette, qui va faire ses courses dans une AMAP, qui regarde Netflix le soir et qui loue des Airbnb le week-end, donc quelque part, on va dire la caricature un petit peu de ce qu'on nous présentait comme le millénial, aujourd'hui ça peut être une personne de 60 ans. C'est pour ça qu'il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la... C'est une rupture un peu anthropologique dans le sens où on n'a jamais été aussi semblable et aussi proche. On va peut-être passer le temps que... Alors oui, je suis désolée, on est contraint par des mesures. Peut-être qu'il y a aussi un niveau de classe sociale. Alors on va... Oui. Ben voilà. Alors on va vous passer un autre micro. Le rapprochement entre un millénial et une personne de 60 ans qui a les mêmes codes et usages et coutumes, tout à fait. C'est aussi la classe sociale. La classe sociale rapproche peut-être parfois plus que la différence d'âge. Ça reste aujourd'hui le facteur déterminant en termes de comportement. Oui, je pense qu'on est plus sur... Complètement. Un jeune de 20 ans, ou même un jeune de 25 ans qui va être plus proche d'un cinquantenaire à Paris, s'ils ont à peu près le même niveau économique et social qu'un jeune de 20 ans dans la Creuse. Il va y avoir même un univers de sens qui sont beaucoup plus proches. Oui, alors ça, tout à fait d'accord sur ce point-là. Le niveau social même permet une homogénéité. Donc ça, c'est sûr, entre les âges. Et sur l'impact du Covid, vous avez aussi mesuré un peu pour les vieux. Ah oui, alors nous avons, avec un cabinet de sociologues, nous avons lancé une enquête et nous avons eu 5385 réponses. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, il en ressort que finalement... Attention, s'il vous plaît, au micro. Les vieux ont bien vécu cette période de confinement. Et ils ont fait de nouvelles découvertes. Alors, en particulier... informatique. Ils ont découvert les apéritifs avec Skype, donc avec enfants, petits-enfants. Une visioconférence sur Zoom, beaucoup installé Zoom, ils ne l'avaient pas avant. Poursuivre une visioconférence d'une association ou autre dont ils sont membres. Donc, ils ont osé faire ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, il y a eu quand même des découvertes importantes. Et puis, certains ont déclaré qu'il y avait un nouveau rapport au temps. Parce que même s'ils sont âgés, ils ont un agenda bien chargé. Et comme nous allons plus lentement,
Donc finalement, il ne reste pas beaucoup de temps pour soi. Et là, ils ont retrouvé du temps. Alors certains pour trier leurs photos, écrire leur mémoire pour les petits-enfants. Donc ça a été un travail important, nouveau rapport au temps. Et puis, je dirais que aussi, c'était l'occasion de renouer beaucoup de relations, de retrouver des personnes qu'ils avaient connues il y a X années et un peu perdues de vue. Et là, il y a eu donc un réinvestissement dans des relations amicales. Ça a boosté les relations sociales. Est-ce qu'on peut parler d'un événement fondateur, pour reprendre vos termes de tout à l'heure, Vincent, pour une génération sociale, en tout cas qui va forger une conscience collective autour de ce Covid, un basculement? C'est possible parce qu'en fait... Quelles que soient les générations, c'est ça aussi, ça permet de revenir 2 secondes sur l'outil de génération pour expliquer qu'en fait, il avait été pensé pour comprendre les choses a posteriori, après. Pour comprendre en fait ce qui avait pu jouer à un moment donné. Aujourd'hui, on utilise le concept de génération pour comprendre ce qui va se passer demain quasiment, pour comprendre ce qui va se passer un peu au jour le jour. Donc il est tout à fait possible que le Covid, parce que oui, c'est sûr qu'à un moment donné, on a eu cette même expérience-là, mais encore une fois, on le vit pas pareil dans une tour du 93 que dans une maison de campagne à Saint-Herblain. Au-delà de la question de l'âge, en fait. Voilà, au-delà de la question de l'âge. La localisation urbaine, voilà, c'est encore une fois l'expérience du confinement. Et surtout CSP, enfin catégories sociales et professionnelles. Voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup d'inégalités dans le confinement, même entre les hommes et les femmes, ensuite sur le temps domestique passé à faire les tâches ménagères. Enfin, il y a beaucoup le confinement a été... C'est vrai, un moment suspendu qui nous a réunis à un moment donné dans une même situation, mais dont les modalités d'application n'étaient pas les mêmes pour tous. Et je souhaiterais ajouter que nous, pendant le confinement, je pense que mes collègues et moi, on était très fiers de ce qu'on faisait au quotidien, parce que les jeunes qui sont engagés auprès de la FEV ont continué l'accompagnement des enfants des quartiers à distance. On a créé des nouveaux outils pour pouvoir accompagner la continuité pédagogique des enfants, puisqu'il y avait encore école à la maison. Et on a lancé un appel via un collectif qui s'appelle le collectif Mentorat, et on a eu 4000 mentors en plus. Donc sur cette période qui était très courte, plus d'engagés encore. Donc en tout cas, l'urgence, on est allé encore plus loin dans la recherche de bénévoles, et je pense qu'on va étudier les chiffres là bientôt. Je pense qu'il y aura un effet. On peut avoir une poursuite d'engagement via ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc les situations sont inégales en effet, on le disait, ça dépend de la catégorie où on était hébergé, dans quelle ville, etc. Mais pour autant, on a eu des jeunes qui ont répondu à l'appel de la continuité pédagogique pour les enfants de quartier. Alors la question qui fâche, où je me fais l'avocat du diable maintenant, on entend parfois que les mesures sanitaires actuelles, en fait, c'est le sacrifice des jeunes générations pour préserver la vie des plus anciens. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence. Je pense qu'en fait, ce discours de mise en scène de conflits générations en opposant l'une à l'autre, en fait, vient de loin. Vous nous avez rappelé que le conflit des anciens et des modernes venait du XVIIe. On a pu aussi observer, on va dire, cette mise en scène d'un conflit de valeurs jusque dans les années 70, avec évidemment la mise au centre de la figure du jeune transgressif qui transgresserait l'ordre parental. Et comme en fait, comme on en parlait, les valeurs se sont homogénéisées, et ben c'est de plus en plus compliqué finalement de faire on va dire, du conflit de génération sur des valeurs, parce qu'on fait un peu les mêmes choses, on a à peu près les mêmes idées, on a à peu près les mêmes loisirs. Alors en fait, ce qui s'est passé à la fin des années 90, c'est qu'on a pris l'angle en fait économique du coup de poignard dans le contrat des générations en fait. Ça a commencé aux États-Unis et c'est arrivé en France en fait avec, vous devez vous en souvenir, en 2003 avec la première réforme du système des retraites, et ensuite en 2005 avec le CPE, où là on a vu pléthore en fait de livres en fait qui nous disaient j'ai une génération à en voler une autre, comme si finalement d'un seul coup, comme on n'arrivait plus à le mettre en scène à travers les valeurs, on prenait l'angle économique, et c'est à chaque fois quand même pour faire passer des réformes. C'est que dans la première réforme en 2003, on a dit que les baby boomers en fait étaient uniformément une génération de profiteurs libertaires qui étaient tous quasiment patrons d'une agence de pub, et que les jeunes étaient tous des jeunes sans le sou qui étaient avec des jeans troués. Enfin bref, il y a une sorte de caricature un peu simpliste en fait qui s'est mise en place, et on se rend compte que il est réactivé, et à chaque fois qu'il est réactivé aujourd'hui, c'est soit au niveau économique, soit
à travers une nouvelle valeur qui est la valeur environnementale. Mais là encore, ça va être un petit peu décevant, mais il y a une étude européenne qui est faite depuis 1981, tous les 8 ans, pour sonder les valeurs des Européens. Et il se trouve que les personnes qui sont le plus sensibles à l'écologie et qui ont la plus grande valeur écologique sont ceux qui sont nés dans les années 70. Donc encore une fois, tout ça est une sorte de narration du monde, en fait, qui a beaucoup à voir avec notre manière de fantasmer la jeunesse, et de fantasmer la jeunesse comme une puissance de transformation, alors, en fait. Alors là, excusez-moi, pardon, je m'emballe. Non, c'est juste, je continue à me faire un tout petit peu l'avocat du diable. Quand on voit la moyenne d'âge des décès, en tout cas, ce sont les personnes âgées qui sont clairement en première ligne sur cette maladie. Et les mesures sanitaires actuelles, les restrictions qu'on prend, eh bien, vont impacter l'insertion sur le marché de l'emploi, les possibilités de sociabilisation de la jeunesse. Donc pour vous, en tout cas, malgré tout, il n'y a pas d'opposition à faire sur ce champ-là ou d'équilibre à trouver, de conflit d'intérêts finalement entre générations? Ça dépend si on est une société qui considère qu'à un moment donné, c'est normal, ça fait partie de notre socle de valeurs, en fait, de pas s'occuper de nos plus anciens. Il faut quand même se rendre compte que la France est un pays qui vieillit, dont les plus de 60 ans, il y a une personne sur 3 qui a plus de 60 ans, je crois, depuis 2020. Donc, d'un côté, il y a une sorte d'insécurité sanitaire, une insécurité économique. Je pense qu'en fait, c'est la plus mauvaise chose, ça serait de faire une lutte des âges et une séparation, en fait, entre les jeunes et les vieux par rapport à on va dire un peu à cette catastrophe de société, où on a beaucoup plus de choses à faire si on s'épaule, si on comprend qu'à un moment donné aussi, ces sacrifices économiques qui peuvent être faits vont aussi à un moment donné devoir une sorte de solidarité nationale pour que ça puisse être redonné à travers des aides ensuite. C'est commencer à dire qu'on met les jeunes au chômage pour que les vieux puissent vivre, c'est vraiment une vision assez mortifère de la société, je trouve. Qui souhaite prendre la relève? Moi, je ne suis pas en contact forcément avec des jeunes qui sont en emploi, puisque ce sont des étudiants ou des services civiques. Ce n'est pas un discours que j'entends. C'est-à-dire, on nous sacrifie par rapport aux plus âgés. Ce n'est pas ce que j'entends. Il y a une inquiétude de l'emploi, mais qui n'est pas forcément corrélée à... voilà, on ne va plus accéder à l'emploi parce qu'il faut faire attention aux plus âgés et pas disperser le virus. Ce n'est pas ce que j'entends. Après, bien sûr, je n'ai pas d'études sur lesquelles m'appuyer. Ce n'est pas du tout... je pense que c'est plus de l'ordre du storytelling médiatique. Mais bon, il faut voir plus tard, parce que comme ça continue, qu'on est sur la deuxième vague, qu'il y a le couvre-feu, que voilà, là, peut-être qu'on va voir émerger des corpus de gens qui vont revenir sur ce que dit Alexandra. Georges Hervouet, votre point de vue? Alors, on veut créer justement une opposition, une guerre des générations, et avec les différences de revenus. Je crois que ça... ce n'est pas complètement justifié. On oublie qu'il y a la moitié des retraités qui ont 1 300 € de retraite par mois. C'est pour un jeune au RSA, c'est confortable, mais ce n'est tout de même pas très important. Et on veut faire croire que tous ont des retraites avec des retraites chapeau, etc., etc. Ceci est faux. Donc je crois que c'est important. Et là, alors, du point de vue des vieux, les vieux ont été choqués que l'on puisse envisager qu'un vieux qui arrive malade ne soit pas mis en réanimation, parce qu'on va plutôt mettre quelqu'un qui a 40 ans. Là, ils ont été choqués. Mais je donnerai un exemple personnel. J'ai été opéré du cœur en novembre dernier. On m'a refait un certain nombre de choses. Le chirurgien m'a dit, étant donné votre âge, j'ai 77 ans, vous n'aurez pas de rééducation. Il n'y a pas assez de services de rééducation et il donne la priorité à ceux qu'il faut renvoyer travailler le plus rapidement possible. Donc vous n'en aurez pas. Et il a eu raison. Les services de l'hôpital ont fait des demandes. Je n'ai pas eu de rééducation. Donc là, les vieux ont été choqués de cette... Et je crois, d'après les témoignages, les jeunes
n'avaient pas envie non plus que leurs grands-parents soient atteints et risquent de décéder. Je crois que là, il n'y avait pas du tout de... Enfin, il ne m'a pas semblé sentir d'opposition. Et sur la question, je pense que peut-être qu'il y aura d'autres réactions aux questions de la salle. On va continuer un petit peu et puis clore cette première phase d'échange avant de passer aux réactions de la salle. Ce qui veut dire que pour vous aussi, cette question de la dette sociale et écologique, cette idée de dire les baby-boomers ont connu l'aisance et puis finalement ils laissent un système de sécurité sociale qui va vers un délitement progressif qui est en train de s'étioler et puis une dette publique qui ne cesse d'enfler. Voilà ce qu'il laisse aux jeunes générations. Et puis sur l'écologie, la planète, là on retourne sur le hockey boomer et puis ces figures médiatiques que peuvent être Greta Thunberg ou cette jeune députée néo-zélandaise Chloé Svarbridge. On laisse une planète qui est dévastée. Donc est-ce qu'il n'y a pas une notion de responsabilité, en tout cas de certaines générations, par rapport à ce que les suivantes vont devoir, elles, vivre et gérer, et de manière très concrète et pragmatique. À mon avis, si on réfléchit comme ça, on écarte ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est pas la peine de dire qui a fait quoi. Enfin, pour moi, c'est pas la peine de faire le procès. Là, aujourd'hui, il y a une urgence, des ressources qui sont manquantes. On a des études, certaines personnes étaient dans le déni ou dans... là, c'est avéré, c'est objectif. Je pense qu'aujourd'hui, si on perd du temps à répondre à cette question, on ne se donne pas la chance de trouver des nouvelles modalités. Et pour le coup, c'est pour tout le monde, qu'on soit plus vieux ou plus jeune. Voilà. Donc là, pour moi, c'est une question qui ne permet pas de réfléchir à l'après. Vincent, et puis on finira... Je suis d'accord avec Yasmina, surtout qu'en fait, c'est aussi une manière de prendre les 30 Glorieuses un petit peu comme le point indépassable de l'histoire qui serait la norme de tout. Et finalement, le rattrapage technologique qu'on a pu voir pendant ces 30 années-là, aujourd'hui, on en profite tous. Les jeunes sont aussi des grands consommateurs de choses très polluantes comme le streaming. Donc, je pense qu'en fait, on est tous en fait dans une volonté de confort, cette manière-là de dire qu'il y aurait une dette. On le faisait déjà encore au sommet de Rio, en fait, où c'est vraiment... C'est encore une vieille histoire, en fait. Il y avait déjà une jeune fille de 14 ans qui s'appelait Severn Suzuki, qui tenait exactement le même discours, qui faisait la leçon aux grands de la planète en leur disant « Regardez ce que vous nous laissez ». Donc c'est vrai que c'est un discours, en fait, qui est un petit peu cyclique. Aujourd'hui, Severn Suzuki, c'est une adulte. Est-ce qu'elle en veut à qui ? Enfin, voilà, il faut... Et encore une fois, je pense que c'est une manière de créer des séparations et de créer en fait de l'atomisation et de la balkanisation sur des enjeux en fait qui demandent plus que jamais de la collaboration intergénérationnelle. Et on ne peut pas compter que sur la jeunesse pour faire ça, parce que c'est une manière un peu de lancer la patate chaude de l'histoire. C'est considérer qu'en fait c'est aux jeunes de nous sauver. C'est eux qui quelque part vont nous guider. Et c'est vrai qu'une figure comme la jeune Greta Thunberg et la manière dont elle a pu aussi être parfois mise en scène par certains hommes ou femmes politiques, montrait bien qu'ils avaient bien compris en fait quelle était la force symbolique quelque part de cette incarnation jeune en fait, et qu'est-ce que ça nourrissait, mais quelles étaient les limites. C'était qu'on se rendait bien compte qu'après l'avoir reçu, le lendemain, il prenait une décision qui allait complètement à l'encontre de la politique. Mais le blocage ne vient pas d'un phénomène générationnel. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a des blocages de haut niveau pour mettre en œuvre une transition écologique à la mesure des enjeux, c'est pas parce que la moyenne d'âge au Parlement ou en tout cas des dirigeants de la planète n'est pas tout à fait représentative de celui de la population, c'est parce qu'il y a des intérêts de classe, des intérêts financiers de prime abord. C'est bien ce que vous voulez dire. Enfin, est-ce que c'est aussi ce que vous portez comme... Je sais pas. Si on décidait que, je sais pas moi, l'Assemblée nationale demain, il y avait que des gens de 25 ans, alors peut-être parce que ça serait l'élite de la France, peut-être oui, parce que encore une fois, ce fantasme d'une jeunesse écologique en fait est très vrai chez environ 25% des jeunes, qui sont ceux qui sont souvent urbains, ceux qui ont fait un peu ce qu'on a appelé la vague verte dans les dernières européennes, mais qui correspondent à une toute petite partie de la jeunesse. Donc enfin, encore une fois,
pourquoi prendre une toute petite partie de la jeunesse pour la faire incarner à elle seule finalement le poids de l'histoire et quelque part le poids des transformations de demain, alors qu'on peut penser les choses en termes civilisationnels et en termes d'époque. Et comme on se rend compte qu'on est quand même aussi un peu dans une société de fin des âges, où on fait de moins en moins son âge, où d'ailleurs se définir comme un adulte aujourd'hui devient de plus en plus a priori compliqué, où on est senior aussi pendant de plus en plus longtemps. Je pense qu'il ne faut pas qu'on entre dans une lutte des âges. En fait, la politique des identités qu'on voit aujourd'hui apparaître, en fait, je pense qu'il ne faut pas entrer dans ce piège-là des âges, parce qu'on est vraiment en train de tomber... De diviser pour mieux régner. De diviser pour mieux régner, surtout à un moment donné où il faut qu'on prenne aussi en charge une population qui va devenir de plus en plus vieille. Georges Hervouet, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, nous sommes peut-être responsables, mais pas coupables. Oui. Moi, je dirais que les 30 Glorieuses, on l'idéalise beaucoup parmi les jeunes, mais ce n'était pas si facile que ça. Hein. Les détails sont... voilà, j'en ai une foule, bon, je passe dessus. Donc, on idéalise et ça permet de nous culpabiliser, justement. Hein. Alors, c'est vrai que nous avons cru au progrès infini. Je crois que ça, c'était une idée. Hein. Le progrès était infini, donc on arriverait toujours à trouver une solution au manque de pétrole, enfin, etc., etc. Hein. Donc là, nous n'avons peut-être pas été assez vigilants. Donc, je dirais que nous sommes responsables, peut-être pas coupables, mais maintenant, et c'est ce qui me semble très important, c'est que vraiment, toute génération confondue, nous revoyons toute notre consommation. Et je crois que là, nous commençons à le faire. Le nombre de vieux qui, lorsqu'ils changent une voiture parce qu'ils ont un peu plus de moyens, même si les retraites ne sont pas énormes, prennent des voitures moins polluantes, électriques ou autres, ça se développe. L'intérêt pour toutes ces voitures et aussi diminuer le chauffage. Enfin, tout d'un, il y a une prise de conscience que c'est tous ensemble, toutes générations confondues, qu'on pourra régler ce problème, enfin, ou améliorer la situation. Et au-delà des générations, enfin, des plus jeunes et des plus âgés, aussi de toutes les classes sociales. Souvent, quand on parle d'écologie, on écarte beaucoup les gens qui sont pauvres, quand même, qui sont, eux, dans des astuces économiques, peut-être, qui pourraient être parfois exemplaires. Donc voilà, il faut penser toutes les tranches d'âge et toutes les catégories sociales et pas truster par les plus riches qui, d'ailleurs, consomment plus et donc peut-être sont plus polluants. Alors, pour finir, et puis après, on passe la parole à la salle, une dernière question. Si vous aviez une baguette magique, ou alors c'est moi qui l'ai, et puis tout d'un coup, vous avez le pouvoir de mettre en place à l'échelle de la France des propositions politiques ou des mesures pour encourager les rencontres, les coopérations entre générations. Je pense qu'elles se font déjà beaucoup, déjà dans les cercles privés. Les études sur la valeur famille montrent que la valeur famille n'a jamais été aussi forte que même plus forte que la valeur amicale. Voilà, c'est c'est que les jeunes souvent même préfèrent leur famille à leurs amis, ce qui peut paraître étonnant à l'heure où la distinction de famille subie, famille choisie. Et ça à l'échelle française, mais européenne. Et à l'échelle française et européenne, c'est assez intéressant. Et à côté de ça, je pense qu'en fait, il ne faut pas forcément... On a eu l'exemple du contrat génération qui a été extrêmement mal appliqué, qui avait été lancé par François Hollande, où il s'était dit que dans chaque entreprise, en fait, on allait créer un jeune qui allait être suivi par un référent. Et on se rend compte que ça a été une usine à gaz dans l'application, que des fois, le duo, en fait, ils étaient à 100 km de différence d'une entreprise à une autre. Donc, en fait, je pense que ça se fait de manière un peu spontanée, ça peut se faire au niveau des cadres des entreprises, quand c'est des politiques de groupe et quand c'est des politiques d'entreprise personnelles. Mais je ne pense pas que ce soit à l'État, et d'ailleurs à la politique, qui met beaucoup en scène, d'ailleurs, ce conflit de génération, d'en plus vouloir nous vendre on va dire le remède en nous disant mais on fait du générationnel, regardez, on est sympa. Je pense qu'au contraire, il faudrait que le discours des pouvoirs publics soit plutôt un discours de réunification des générations plutôt que de jouer avec ce conflit de génération quand on veut faire passer des réformes qui va toucher une catégorie de la population particulière. Voilà. Merci. Yasmina.
je pense qu'il y a un point commun qui se dégage depuis le début de notre discussion, c'est que d'un côté, on a des jeunes qui s'engagent de plus en plus, et on a des personnes qui ont du temps retraité, qui s'engagent et qui s'engageaient avant. Donc il y a déjà un point commun. Donc si j'avais une baguette magique, je ferais bien des cours de politique intégrés dans l'école, au sens de c'est quoi la politique, comment on peut la mettre en place, enfin, voilà, sans que ça parle forcément de parti politique, mais de mettre très tôt l'engagement et la politique dans les enseignements, en étant bien sûr dans un système républicain, donc voilà, avec neutralité. Et je vois que ça marche parce qu'à la FEV, on travaille avec une structure qui s'appelle Prévention Maïf, qui fait de l'éducation, gestes qui sauvent, la prévention, sécurité routière, etc. La plupart de leurs bénévoles tous leurs bénévoles quasiment, sont des personnes à la retraite issues de l'éducation nationale. Et les jeunes qui viennent en renfort de leur action dans les établissements scolaires sont des jeunes en service civique, et ça se passe très bien. Donc nous, on les accompagne sur le mentorat, enfin le tutorat de la personne bénévole retraitée vis-à-vis du service civique, comme on accompagne un jeune en service civique. Donc voilà, je pense qu'il y a des exemples qui marchent, et plus on incitera à s'engager tôt, plus leur rencontre se fera. Voilà. Alors, la baguette magique, je ne l'ai pas vraiment. Hein. Bon. Mais je pense qu'il serait important de favoriser la liaison grands-parents-petits-enfants. Parce qu'il y a quand même une très grande complicité, hein, et en particulier quand les petits-enfants sont étudiants, entrent dans la vie professionnelle, entre grands-parents et petits-enfants. Et là, je pense qu'on pourrait développer cela, hein, et puis voir que nous sommes complémentaires dans l'engagement. Hein. Je crois que ça, c'est important. Je suis frappé par, disons, le caractère émotionnel de l'engagement des jeunes. Quand il y a une catastrophe, ils répondent, ils donnent, alors que nous, vieux, nous avons nos associations que nous donnons. Alors ça, très régulièrement, on est constant, fidèle, mais on met de côté tout l'émotionnel. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'important à se transmettre, d'un côté de l'émotionnel, que le coup de cœur, qu'on se laisse à le coup de cœur, et puis de l'autre côté, creuser le sillon, continuer dans une même association. Là, il y a beaucoup de choses certainement à faire. En tout cas, vous avez tous, à votre échelle, largement démonté certains des stéréotypes qui peuvent être médiatisés ou utilisés, instrumentalisés sur les comportements qui seraient propres à ces générations. J'imagine, et j'espère, Monsieur Affilié, que vous avez eu quelques éléments là-dessus. La parole maintenant est à vous, que ce soit pour réagir, assez brièvement, parce que vous êtes nombreux, voilà, simplement ne pas garder le micro 5 minutes pour soi, de formuler une réaction, une question de manière un peu concise, mais la parole est libre, elle est à vous. Voilà, il y a un micro qui va circuler dans la salle et il suffit de lever la main. Je vais garder le micro en main afin qu'il ne circule pas de main à main, et je me dirigerai vers vous si vous avez des questions. Pendant la période de la Covid, j'ai pas vraiment senti qu'il y avait une confrontation de générations, mais plutôt une solidarité entre les générations. Il y a plein de choses qui se sont mises en place dans les quartiers, dans les HLM, pour prendre soin des personnes plus âgées qui avaient moins de mobilité ou peur de sortir. Et donc, je trouve que c'est plutôt positif. Et c'est pas... Enfin, on veut mettre les générations les unes contre les autres. Je crois que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et là, il y a des preuves dans la difficulté qui ont montré que c'était l'inverse qui se passait, en fait. Tout à fait. Oui, il y a eu des études qui ont montré justement beaucoup de solidarité. Beaucoup de solidarité. L'étude que vous avez faite auprès des 5000 vieux ont montré qu'ils avaient connu cette solidarité. Des jeunes qui spontanément proposaient de faire des courses ou autres. Non, il y a une solidarité très forte. Et on l'a vu aussi dans les quartiers, donc toujours pour donner une image positive qui est souvent un peu décrit, enfin les quartiers sont décriés, il y a eu de l'engagement des jeunes vis-à-vis des vieux, notamment pour faire des courses, etc., pour éviter le contact avec un plus grand public et protéger les personnes les plus âgées.
je pense qu'également, s'il y a un problème de génération, bien sûr, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il y a un problème surtout de langage. Parce que pourquoi on n'arrive pas à se comprendre entre jeunes et plus anciens? Je pense que c'est une question aussi de langage. Parce que moi, j'ai connu dans mon enfance, bien sûr, dans les années 50, nous, en tant qu'enfants, nous n'avions pas la parole. Maintenant, les enfants, c'est très bien qu'ils aient la parole. Mais après, donc, c'est vrai qu'il faut créer des climats de façon d'échange. Mais il y a aussi, pour moi, c'est les médias qui ne font pas toujours leur travail parce qu'ils mettent surtout l'accent sur les différences. Par exemple, tout le monde ne part pas en voyage. Hein. Alors, pourquoi sans arrêt on ramène que ça? Il n'y a que ça. Hein. Et puis, quand je lis là sur la plaquette, là il est. Quand je vois le retour de bâton mérité pour les enfants gâtés des années 50 et 60, ça c'est déjà un langage que beaucoup de gens, Herbie et moi, m'ont dit que c'était déjà pas très normal. Alors attention, là c'était justement pour remettre à distance ce questionnement, c'était pas pour le faire sien de la part du service communication, c'était justement posons ces éléments de langage médiatique pour venir les questionner. Hein. Voilà, je précise juste. Je sais pas si. Oui, quand on est concerné, je vous assure que ça fait très mal. Parce qu'il ne faut pas croire que nous, on a vécu avec la terre battue. Hein. Alors, donc, croyez pas que tout le monde n'a. Il y a toujours eu des différences, c'est sûr, et il faut faire en sorte qu'elles soient aplanies. Je suis bien d'accord. Mais il ne faut pas mettre l'accent, surtout, pour diviser les gens. Alors peut-être une réaction aussi sur le langage, si pour vous cette notion de qu'est-ce qui a changé dans le rapport au langage, est-ce que ça peut créer des difficultés, des incompréhensions? Là où je suis tout à fait d'accord avec monsieur, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de communication dans les familles aussi. On est un peu c'est un peu les enfants de Dolto aussi, hein, ça va aussi un peu dans ce sens-là. Ensuite, je suis aussi complètement d'accord avec vous, mais qu'on met en scène les différences, mais c'est cette facilité en fait dans les médias aussi de mettre en scène, en fait, de faire un article, de faire même le 800e article sur les millennials sont-ils ci, les baby boomers sont-ils ça. Mais ce discours aussi, on va dire très négatif sur la figure des baby boomers, parce qu'elle a été complètement amalgamée aussi avec une figure fantasmatique du 68 art qui a été un peu aussi médiatiquement construit, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 15% de bacheliers quand même, donc ça concernait pas tout le monde. Et en fait, ça s'est aussi radicalisé dans les années 90. En fait, ça a accompagné tout un discours un petit peu de déclinologie de la France, où d'un seul coup, en fait, il y aurait eu cette génération gâtée qui aurait profité de tout. Et à la fin, ça donne, comme vous dites, des choses qui peuvent être très très blessantes, parce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est quand même très rigolo. On est dans une société qui traque le stéréotype partout quand il est au niveau quand il est sexiste, quand il est racial, et tout ça a raison. Mais le filtre des âges, le filtre des générations est le seul filtre qui nous permet de dire des horreurs sur des catégories entières de population sans que ce soit quelque part mal socialement stigmatisé, on va dire. Mais voilà, j'entends ce que vous dites en tout cas. Oui. Alors, le langage est important, hein, mais nous sommes victimes du stéréotype de la transmission. Nous avons eu l'image que la transmission était toujours descendante, des âgés vers les jeunes. Donc nous n'osons pas demander à un jeune de nous expliquer un mot, donc expliquer son langage. Nous n'osons pas. Je crois que il faut aller contre ce stéréotype. La transmission, elle se fait dans les deux sens, descendante et ascendante. Et actuellement, je pense qu'elle est encore plus importante dans son aspect ascendant que descendant. Alors ça, c'est parce que, pareil, vous m'aviez dit, c'est le fait que les jeunes générations voyagent, par exemple, quand même davantage que les plus anciennes, et peut-être eu plus d'accès à une diversité culturelle, à des études, c'est aussi ça qui crée des échanges qui peuvent être maintenant aussi ascendants. Oui. Et nous avons tous, enfin les 70 et plus, appris l'informatique avec nos enfants ou petits-enfants. C'est partagé. Bonsoir. Moi, je voulais réagir surtout par rapport au volet écologique. En fait, je suis vraiment étonnée qu'on pense que
que les nouvelles générations deviennent écologiques. Quand je compare ma génération avec celle de mes grands-parents, ils ne se lavaient pas tous les jours, donc ils utilisaient beaucoup moins d'eau. Mes grands-parents, ils triaient tous leurs déchets et ils en faisaient beaucoup moins. Mes grands-parents, il n'y avait pas tout ce qui était informatique, etc. Et l'obsolescence, on essayait de réparer avant de jeter et consommer autre chose. Donc c'est vrai que je suis assez étonnée que finalement, en fait, c'est parce qu'on a un nouveau mot qui fait vert, qui fait beau, etc. et qu'on peut utiliser les nouvelles générations pour surfer dessus. Mais bon, je pense qu'il faut être quand même assez réaliste sur le fait que les anciennes générations, et vos parents beaucoup... Parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup oui, des tout à vieux, fait. des jeunes, et il y a un peu cette question de l'entre-deux. Eh ben, mes parents, moi, je pense qu'ils ont été des gros consommateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai redécouvert la yaourtière avec mes grands-parents, que je jetais les pots de yaourt que je mangeais. Pareil, nous, on nous a donné des douches tous les jours. Moi, aujourd'hui, je donne des bains à mes enfants tous les 2 jours. Donc, là aussi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, à partager des générations, quoi. Enfin, des générations. Sachant que juste en termes d'enjeux écologiques, même si chaque petit geste compte, mais c'est pas le bain ou la douche qui fait une différence majeure par rapport à l'alimentation, à la consommation de viande ou au voyage en avion. Simplement pour remettre j'ai pris cette argumentation-là, mais je pense qu'on peut, cet exemple-là, mais je pense que sur les départs en vacances ou en avion, je pense qu'on peut trouver plein d'exemples de est-ce que mes grands-parents sont allés en vacances à l'étranger, peut-être en Belgique au plus loin, quoi. Alors, est-ce que, Vincent, vous avez plein de choses à dire, mais est-ce qu'on peut aussi reparler de la génération entre les deux quand même, et entre ceux qu'on désigne aujourd'hui comme les jeunes et les vieux, et de la manière dont peut-être les choses ont sauté aussi. Ceux qui sont nés entre 60 et 80, en fait. Parce qu'on a appelé la génération X, mais c'est marrant parce qu'on l'a appelé, il y a eu plusieurs générations X, mais c'est la toute dernière, il y en a eu 3 dans l'histoire des générations X. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'elle a, contrairement aux milléniaux, elle a été nommée a posteriori. En fait, c'est un roman de Douglas Coupland qui est sorti en 93, qui s'appelait Génération X, qui a donné le nom en fait à cette génération-là, qui d'ailleurs était elle stigmatisée un peu comme un peu cynique, comme complètement imprégnée, on va dire de l'idéologie fric des années Thatcher-Reagan, et donc en fait qui, pour le coup, ne serait pas très très écologiste. Mais là, ce que vient de dire Madame, excusez-moi, est complètement vrai, parce que et pour le coup, vos parents qui sont peut-être nés dans les années 60 ou 70, je ne sais pas, eh ben, il se trouve qu'en termes de valeurs, c'est ceux qui sont le plus imprégnés de valeurs écolo. C'est assez rigolo, mais c'est pourtant ce qui ressort. Après, pas de comportement. Si. Non, pour le coup, c'est les baby-boomers là, qui ont les comportements. Dans toutes les classes d'âge, là, aujourd'hui, c'est les baby-boomers qui ont les comportements les plus écolos en termes de consommation. C'est encore une fois assez étonnant, mais c'est ce qui ressort. Après, on peut se demander pourquoi sur les jeunes. Et peut-être on peut se dire tout simplement, vous parliez, monsieur, du culte du progrès tout à l'heure. C'est vrai qu'on est dans une société où le culte du progrès est un petit peu au point mort. Et on pense que demain va être moins bien qu'aujourd'hui. Alors peut-être que c'est aussi, l'utilisation de la jeunesse est aussi quelque chose pour nous donner un petit peu espoir à demain. Ça donne un peu plus d'espoir, ça permet de fédérer, c'est une image positive. On peut se demander d'ailleurs à quel point l'instrumentalisation de la jeunesse pour ce genre de cause-là ne vient pas trahir une peur et une inquiétude du futur. Alors, attendez, on va laisser circuler le micro pour... Un instant, madame, le micro va arriver. Je parlais du culte du progrès comme idéologie. En fait, le fait qu'on pense toujours que demain sera mieux. Alors, il y a monsieur d'abord et puis après... Enfin, non, excusez-moi, peut-être que vous souhaitiez... Moi, je voudrais revenir un petit peu. Je suis militant associatif et syndical. Je voudrais revenir un petit peu sur la dernière question qui a été posée là, en ce qui concerne la dette sociale. On s'aperçoit qu'actuellement, avec le Covid... Donc tout d'abord, je voudrais revenir sur les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, ça a été quand même bénéfique pour tout le monde, mais il ne faut quand même pas oublier aussi les luttes sociales, notamment dans notre région, qui ont permis justement à ces générations de pouvoir vivre avec la sécurité sociale, avec un certain nombre, disons, de choses qui ont été acquises non sans mal.
Et je dois dire que le Covid, justement, nous a permis, donc, même le président l'a même dit, qu'il faudrait peut-être, disons, considérer qu'un certain nombre, disons, de choses, de certain nombre de biens, des services, c'est quand même, disons, un facteur humain, et ce n'est pas un facteur financier. Et moi, je m'aperçois que c'est peut-être là qu'il faudrait peut-être, disons, lier les générations en disant que les luttes qui ont été faites au cours de ces dernières années, il ne faut pas qu'elles soient reprises par des intérêts financiers. Parce que c'est vrai, hein, il ne faut quand même pas oublier qu'on est en train de revenir sur un certain nombre, disons, d'avantages. Le progrès, il n'est pas simplement que humain, il est aussi grâce aux richesses qui ont été produites par les travailleurs, bien sûr, mais par les travailleurs qui sont maintenant des retraités. Et la façon dont on a traité donc, les retraités en début, donc, depuis le mois de mars, je dois dire que c'est absolument incroyable. Et c'est vrai, il faut le dire, qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient vieux. Dans les EHPAD et autres, parce qu'il n'y avait pas suffisamment, disons, de moyens. Et ces moyens financiers, quand même, il faut quand même le dire, que depuis des années, un certain nombre, disons, de gens réclament ces moyens financiers. Or, pour des raisons économiques et autres, on les a supprimés. Et on s'aperçoit qu'actuellement, qu'on est en train, disons, de payer un petit peu eh bien, ce retrait donc, qui existe depuis maintenant, peut-être, j'allais dire, peut-être une dizaine d'années, là, qu'on revient un certain nombre sur de choses qui ont été acquises. Donc, les 30 glorieux, c'est très bien, les dettes sociales, et je suis d'accord avec la personne, donc, Yasmine El Amraoui, du FEV, qu'il faut donc... il ne faut pas se poser la question. Il faut qu'on revienne justement sur, qu'on se batte ensemble, eh bien pour que le monde d'hier ou que le monde d'après, eh bien, ne soit pas le même que voilà. Il faut peut-être réfléchir à cela. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Est-ce que vous souhaitez réagir? Non, pas particulièrement. On va repasser du coup à la question ou à l'intervention de Madame, peut-être sur le progrès. Excusez-moi, en fait, on vous entend très mal sans micro, donc c'était pour qu'on puisse... Non, mais j'ai un peu perdu le fil, en fait. Désolée, excusez-nous. Je disais, en fait, que des progrès, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Il y a plein de choses, des recherches en physique quantique et ainsi de suite, qui font qu'il y a plein de choses qui sont découvertes. Et il y en aura toujours du progrès. Complètement. Mais alors, quand je vous disais le progrès, c'est une notion de progrès où on va vivre mieux. Une sorte de, quelque part, on va vers le haut tout le temps. On pense aujourd'hui, quand on voit un petit peu les utopies qui fonctionnent, c'est plus des utopies transhumanistes, donc on va dire des utopies qui nous concernent pas tous collectivement et qui sont même un peu prométhéennes. Mais on n'est plus en train de croire collectivement qu'on a un projet de société collective qui va faire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et ça, c'est quand même, c'est vrai, dans l'histoire récente, c'est quelque chose, c'est un basculement qui interroge. Mais vous avez raison, le progrès scientifique existe toujours, et bien évidemment. Oui, disons qu'il a pris tout de même un coup, hein, parce que la science, pour nous, était donnée, sûre, et là, on a vu la science en construction. On nous a dit pendant quelques jours, semaines, ceci... L'observation fait que les scientifiques ont changé, évolué. Donc, il y a eu aussi la Covid a amené une perte de confiance dans la science, parce qu'on croyait que ça arrivait comme une baguette magique, d'un seul coup, toute découverte. Hein. Et puis là, on découvre que non, ça a toujours été une construction qui a demandé du temps. Mais ça nous a perturbés. Bonsoir. D'abord, merci pour l'éclairage parce que ce que je retiens en tout cas de vos échanges, c'est que on parle de différence de génération, mais en réalité, la différence est ailleurs. Et pour moi, c'est un point central des échanges de ce soir. Et pour moi, la question qui arrive en ricochet, c'est la question du lien qu'on va créer et plutôt des cordes qu'on va lier entre nos générations de telle manière que ça serve à la collectivité, que ça serve à tout le monde. Et je voulais en tout cas vous proposer ou vous questionner sur deux axes qui, moi, me semblent très intéressants par rapport à ce que vous avez pu dire. Le premier, il est lié à l'éducation. Quand je pense à l'éducation, je pense pas forcément, je le rattache pas forcément à la scolarité,
mais au sens d'éducation, j'allais dire, sociale, dans une société où finalement les parents travaillent, partent, courent. Si on compare ça à d'autres sociétés où il y a un vrai rôle éducatif des grands-parents, qui ont pour moi pour conséquence d'apaiser la génération suivante ou 2 générations plus tard. Je trouve qu'il y a un vrai intérêt dans ce sens-là. Et le deuxième, et qui fait le lien un peu avec des échanges qu'on a eu ce soir aussi, c'est l'éducation à l'esprit critique dont on a parlé. On en parle beaucoup dans le cadre de l'école, encore plus sans doute en ce moment. Mais de mon point de vue, avec autant de données, autant d'informations qui arrivent, on peut imaginer à l'avenir une corde très intéressante et très importante qui lie les générations de l'une aux autres, que sont l'éducation et l'esprit critique. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc. Et c'est vrai que le rôle de l'éducation populaire aux côtés de l'école est très importante. Et là, on voit bien en ce moment. Et je pense qu'il y a vraiment aussi un travail à faire un peu plus loin et plus fort sur l'éducation aux médias et à l'information. Ce n'est pas forcément encore totalement inclus dans l'école et ça peut se faire à côté. Mais voilà, je pense que l'esprit critique aujourd'hui doit être complètement en lien avec ça. Pour dépasser les stéréotypes qu'on entend, fake news, complot, etc., pour construire des individus de demain qui seront s'allier aux plus vieux, aux plus pauvres, etc., pour faire du sens commun et là, du moderne, enfin, du progrès. En fait, l'un des risques, et je suis complètement d'accord, mais pour revenir à ce que vous venez de dire, c'est... On voit que la valeur famille est très forte aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de solidarité économique dans les familles, mais il ne faudrait pas que cette aisance intergénérationnelle dans les familles, finalement, ne soit qu'une privatisation de cette solidarité-là et empêche l'État quelque part, de ne pas avoir à jouer ce rôle-là, parce que déjà, les familles, en fait, répartissent déjà un petit peu l'argent. Donc, il ne faudrait pas que ce soit une sorte d'écran d'analgésique des protections familiales pour recréer de l'intergénérationnel dans la société, pour comprendre que les générations ne sont pas des classes sociales, quoi. Est-ce qu'il y a des vraies différences du coup entre générations qui se remarquent sur la notion de confiance dans l'avenir ou même de bonheur? Alors, sur le bonheur, je ne sais pas. La confiance dans l'avenir, les inquiétudes sont équitablement partagées. Et c'est pas forcément les mêmes. Les inquiétudes, il y a un effet d'âge. Ça va être beaucoup plus sur sur son destin individuel qu'on va avoir des inquiétudes quand on a entre 20 et 25 ans. Et les inquiétudes qu'on voit chez les gens entre 40 et 60 ans, c'est plus sur l'état de la civilisation et qu'est-ce qu'ils vont laisser. Ils sont les chiffres sont assez aussi éloquents. C'est plus de 60 ou 65% qui ont peur en fait que leur enfant ou petits-enfants vivent moins bien qu'eux. Donc on voit qu'en fait, cette défiance un petit peu est équitablement partagée, mais s'inscrit dans des champs différents. Et ensuite, sur le bonheur, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai pas lu d'études à ce sujet-là, donc je préfère laisser mes collègues parler. Sur le bonheur, je sais qu'il y a la fabrique Spinoza, donc on peut trouver très facilement sur Internet, qui travaille sur un baromètre autour du bonheur, et qui mélange classe d'âge, catégories socio-professionnelles, etc. Donc voilà, Fabrique Spinoza, qui est un partenaire de la FEV. Je n'ai pas vu la dernière étude, mais c'est très intéressant, on découvre pas mal de choses. Peut-être que vous avez un point de vue, Georges Hervouet, sur le bonheur chez les vieux. Question extrêmement difficile. Hein. Bon. Le bonheur repose surtout sur, ça a été dit, je crois que c'est très vrai, sur la famille. Hein. Et puis, mais plus le vieux avance en âge, plus va se poser la fin de vie. Et là, tout dépend de la vie intérieure. Hein. De la spiritualité, sans parler de spiritualité religieuse, hein, mais d'une vie intérieure plus ou moins développée et d'avoir la capacité de penser l'avant-mourir, le mourir, l'après-mourir. Parce que ce qui fait très peur, ce n'est pas tellement le mourir, mais c'est l'avant-mourir.
Et cela, donc, il faut accepter d'en parler. Et nous remarquons que les 70 ans en parlent assez aisément, mais ceux qui approchent de 90 n'en parlent pas facilement. Donc, de l'avant-mourir, du mourir et de l'après-mourir. J'ai plombé peut-être en disant ça. Non, c'était super de finir là-dessus. Je sens que j'ai plombé. Bon. Non, c'est effectivement pas forcément évident de reprendre la parole, y compris peut-être sur des points qui vont sembler tout d'un coup anecdotiques après ces propos. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite encore réagir ou questionner avant qu'on en vienne à clore ? Oui, je trouvais votre débat très intéressant et les questions de la salle aussi. Je voulais simplement dire, pour rebondir sur ce que disait monsieur concernant le langage, qu'il me semble qu'il y a aussi un rapport au temps et au rythme qui est complètement différent chez les plus jeunes. Personnellement, moi je suis affolée de voir la part que prend la pub dans tout ce qu'on peut voir globalement, que ce soit les journaux, revues, enfin tout ce qu'on peut voir sur Internet. Et j'ai entendu dire aussi que beaucoup de jeunes ont de graves problèmes de concentration à l'école, en tout cas. Peut-être aussi que c'est dû à cette avalanche d'informations et peut-être un manque de développement d'esprit critique ou de possibilité de prendre de la distance par rapport à tout ça. Et par ailleurs, je trouve que ces objets-là qui sont conçus dans le cadre de l'informatique, créent en plus de ce que la pub nous bassine là, avec ses consommations, créent des formes d'addiction qui personnellement, qui m'affolent un peu, quoi. C'est-à-dire quand j'entendais M. Hervouet dire que même les plus âgés sont scotchés sur leur portable, enfin, moi, ça m'inquiète. Franchement, je suis un peu inquiète de ce fonctionnement, quoi. Oui. En fait, oui, c'est très intéressant, mais c'est vrai que ça, de mon point de vue, ça a beaucoup à voir avec la consommation d'écran. Quand vous parlez de problèmes de concentration, je pense à et pour vous dire que ça nous touche tous, je pense à un article de David Carr qui est sorti il y a quelques années, qui avait fait grand bruit, qui était pourquoi est-ce qu'Internet me rend débile ? Et en fait, il expliquait qu'il n'arrivait pas à lire un livre. Ça faisait 1 an qu'il n'arrivait pas à lire un livre. En fait, qu'il n'arrivait jamais à aller jusqu'au bout d'un livre. On a lu même beaucoup d'articles, même de journalistes qui avouaient eux-mêmes, j'arrive même pas à aller aujourd'hui à 2/3 d'un article. Donc, on va dire cette économie de l'attention et cette captation de l'attention permanente, en fait, ça a à voir avec notre consommation d'écran, et ça, c'est quelque chose aussi qui a à voir avec l'éducation, parce que on peut pas... Il faut qu'il y ait une éducation à la consommation d'écran, et peut-être des fois ça mise sur le côté. Moi, je ne vais pas faire le vieux réactionnaire, mais c'est un peu ce que je pense. En tout cas, cette table ronde pourra se retrouver sur les écrans, puisque si je ne m'abuse, il y a une captation qui a été effectuée et qui sera mise en ligne sur YouTube, pour ceux qui auraient raté et qui souhaiteraient suivre. Donc on les salue quand même. Ça peut aussi servir à développer son esprit critique parfois. Anti-écran. Avant de raccrocher, est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot ? Est-ce que porter un dernier message ? Georges, allez-y. Je suis frappé par l'attention et la qualité d'écoute qu'il y a eu. Et puis, finalement, une certaine convergence entre nous trois, même si nous ne sommes pas du tout du même âge. Je n'ai pas senti un fossé générationnel ce soir, pas du tout. Je suis d'accord. Bon ben voilà. Merci Georges, c'est exactement ça. Merci pour ce joli Merci mot de la fin, Georges Hervouet.
Simplement aussi, j'ai omis de vous dire en introduction qu'on devait avoir une sociologue avec nous aujourd'hui, Dominique Dagneau, qui voilà, très spécialisée sur ces enjeux-là, absolument passionnante, et puis qui, par respect des règles sanitaires, finalement n'a pas pu être présente et qui a demandé à ce qu'on l'excuse auprès de vous, puisqu'elle était affichée en tout cas dans les plannings et parmi les invités. Et elle a fait beaucoup d'articles en ligne sur tout ce qu'on a débattu ce soir, qui sont vraiment passionnants, qu'on pourra peut-être mettre en lien aussi sur les pages du site de la ville, et que je vous incite... Voilà, et notamment sur les réseaux sociaux, si vous avez envie de prolonger, à découvrir. Merci beaucoup pour votre attention. Si, dernière information, le prochain rendez-vous place publique qui s'intitule « Cacher ces lobbies que je ne saurais voir » et qui aura lieu le jeudi 19 novembre, même heure, même endroit. Merci à tous. Ça vous a convenu aussi, le format? Merci Alexandra. Merci à vous. Merci de travailler en amont. Non, mais je crois que vous avez...